Quand on parle de l'impact environnemental de l'IA, il y a bien entendu l'infrastructure, les flux de données et de matière que nous avons explorés dans une autre vidéo. Mais qu'est-ce que l'impact environnemental et qu'entend-on par la notion de limite planétaire? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Vous connaissez peut-être déjà cette notion de limite planétaire. Nous vivons tous sur une planète qui est finie, n'en déplaise à certaines personnes. Certains astronautes, du haut de leur fusée, se sont dit « c'est formidable, quand on voit ça de là-haut, on voit bien la finitude de la Terre et on voit bien qu'on doit la protéger. Il n'y a peut-être pas besoin de prendre une fusée pour réaliser ça, on le comprend bien. » Même pour les platistes, ils confirment que la Terre a des bords et ce n'est pas infini. On parle beaucoup de climat de nos jours. Les changements climatiques posent des problèmes en termes environnementaux, de santé, de ressources. Oui, le climat, c'est un problème. Mais le dérèglement climatique, c'est le symptôme. C'est le résultat de nos activités qui sont polluantes, qui sont pour la plupart délétères, qui vont générer des impacts qui, entre autres, dérèglent le climat. Mais il n'y a pas que le climat comme problème environnemental. Commençons par le concept des limites planétaires qui a été développé par le Stockholm Resilience Center en 2009. Ils ont identifié 9 limites planétaires qui ont été définies pour évaluer ce qu'on appelle la capacité ou la biocapacité de la planète à encaisser tout ce qu'on lui retire et tout ce qu'on lui renvoie comme rejet, déchets, pollution. Nous avons donc 9 limites suivantes. Le changement climatique, mais on voit bien qu'il n'est pas tout seul. Il y a aussi la biodiversité, ou parfois nommé le vivant, la base de la vie. Le changement d'utilisation des sols ou artificialisation des sols. L'eau douce. Les cycles géochimiques d'azote et de phosphore, c'est principalement l'image de notre agriculture. L'acidification des océans, les aérosols dans l'air ou pollution de l'air. L'ozone stratosphérique pour nous protéger des UV et qui est en train de se régénérer. Et enfin, les nouvelles entités ou pollution chimique, tout ce qui est synthétique et qu'on rejette dans l'environnement. Si je m'inscris dans ce cercle de couleur verte, je suis à l'équilibre avec ce que la planète peut encaisser, supporter, régénérer. Si je le dépasse, je suis en train de dégrader la planète sur différents aspects et je déstabilise le système Terre. En 2009, il y avait 3 limites planétaires qui étaient dépassées, le changement climatique, la biodiversité et le cycle de l'azote, en sachant que certaines limites n'étaient pas encore calculées à cette époque. 6 ans plus tard, toujours pareil pour le changement climatique, la biodiversité, mais l'utilisation des sols qui étaient respectés ne l'est plus. Les cycles biogéochimiques, azote et phosphore, ont également subi une nette dégradation. En 2023, on réussit à définir des modèles qui représentent correctement les pollutions atmosphériques et les pollutions dans l'environnement. On ne respecte plus que 3 limites, notamment l'acidification des océans, toutefois proche de sa limite, la pollution dans l'air, globalement respectée mais quasiment toujours dépassée dans les centres urbains, et enfin l'ozone stratosphérique, la seule qui s'améliore. Par contre, toutes les autres sont dépassées. Une étude en 2025 réévaluant toutes les limites annonce qu'une 7e limite est dépassée, l'acidification des océans. 7 limites sur 9 sont donc dépassées. La concentration de CO2 est bien dépassée, mais vous le voyez, ce n'est pas la seule. Et le changement climatique ne traduit pas forcément correctement ce qu'il se passe en termes de pollution chimique, de perte de diversité génétique ou de dégradation de la qualité d'eau douce. Et toutes ces limites sont dépendantes les unes des autres. S'il y en a une qui va moins bien, les autres ne vont pas aller mieux. On doit bel et bien approcher ceci sous une approche systémique. Par exemple, plus de CO2 dans l'atmosphère dit plus d'absorption de CO2 par les océans et du CO2 dans l'eau, ça acidifie les océans. Donc travailler uniquement sur un indicateur est non seulement réducteur, mais potentiellement dangereux. Vous avez vu que certaines limites sont dessinées en dégradé au bout. C'est parce que la réelle valeur est bien plus loin. Faisons un petit focus sur la biodiversité. Nous avons repris les calculs à l'état 2015. Regardez la biodiversité. On devrait être sous la limite verte pour assurer l'équilibre du système Terre. Dézoomons. Hop, que voit-on? Le changement climatique est en effet toujours dépassé, mais la biodiversité, dézoomons encore. Aïe! J'arrive à un dépassement de 10 000%, soit un facteur 1000 de dépassement de ma limite planétaire pour la biodiversité. Je ne suis pas en train de dire que le changement climatique n'est pas un problème, mais de se soucier uniquement du climat est irresponsable par rapport aux vivants et aux autres impacts tout aussi importants et problématiques. Nous avons une disparition du vivant qui va 100 fois plus vite et à un facteur 1000 fois plus élevé que les précédentes extinctions de masse. On parle d'anéantissement du vivant.
La dernière extinction s'est faite sur plusieurs millions d'années. Là, on parle de quelques siècles. Gardons ça en tête pour se dire que l'impact environnemental au niveau systémique et au niveau du vivant, ce n'est peut-être pas anodin. Sur ce constat, nous dépassons mondialement plus de 2 fois la biocapacité de la Terre. Nous devons donc diminuer nos extractions de matière et nos rejets de pollution. On peut et on doit le faire. Revenons-en au numérique. Quand on en parle, on distingue 3 piliers. Le premier, ce sont les terminaux en main des utilisateurs finaux. Aujourd'hui, on a 34 milliards d'écrans, d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes au monde, soit plus de 4 appareils par habitant sur Terre ou 8 appareils par utilisateur régulier. On a ensuite les data centers, des centaines de millions de serveurs dans des grandes salles blanches, sans poussière ni bactéries, espaces stériles, refroidis, à température constante, etc. Une infrastructure incroyable pour assurer le bon fonctionnement de ces data centers. Et enfin, les réseaux. Mais c'est tout sans fil. Ben oui, mais pour le sans fil, il faut des antennes, des satellites, des câbles pour avoir ce réseau, même si les données s'envolent ensuite dans les ondes. Revenons sur les terminaux. On a des impacts qu'on appelle des impacts cachés, c'est-à-dire tous les impacts générés dans les autres phases du cycle de vie que celle pendant laquelle nous les utilisons. Voici quelques ordres de grandeur. Grosso modo, pour un ordinateur de 2 kg, il me faut 600 kg de minerais et de métaux par ordinateur, 200 kg de ressources fossiles pour les aspects énergétiques. Ah, mais on a des énergies renouvelables chez nous. Bah oui, mais pour extraire de la silice, pour fabriquer mes panneaux photovoltaïques, il me faut de l'énergie fossile. Tout est dépendant aux fossiles. Et en équivalent eau douce, on a plusieurs milliers de litres d'eau douce qui sont consommés, utilisés, souillés pour faire cet ordinateur. Il devient bien lourd, ce petit ordinateur de 2 kg. Un Européen va donc générer à travers ses activités numériques 40% des émissions de gaz à effet de serre de ce qui serait souhaitable, c'est-à-dire de ce qui devrait rester à l'intérieur des limites planétaires. Ça voudrait dire que les 60% restants qui nous permettent de respecter le plafond écologique, ce serait pour manger, se déplacer, s'habiller, s'abriter, se soigner, construire des bâtiments et des infrastructures, etc. Mondialement, le numérique, c'est 2% des émissions en 2010, 4% en 2020 et une prévision de 6% en 2025. Regardez ce graphique. C'est la quantité de données créées depuis 2005 et ses prévisions d'augmentation, notamment par l'influence de l'arrivée des intelligences artificielles. C'est le chemin qu'on est en train de prendre. On l'a bien compris, on doit considérer le cycle de vie en entier. Un cycle de vie, ça part de l'extraction de matières premières pour aller vers une fabrication, une production, une distribution, une utilisation et une fin de vie avec tous les transports que ça implique entre ces étapes. On pourrait imaginer qu'il y ait une partie de mes éléments qui finissent comme déchets, qu'on pourrait réutiliser ou recycler pour la fabrication, donc qui ferait un petit raccourci. Ça se fait, mais un téléphone portable, c'est 70 matériaux différents, alors que les anciens téléphones à fil, c'était 5 ou 6 matériaux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas si simple à recycler. La fabrication est aussi problématique pour le numérique. Elle se fait dans des pays avec des énergies très carbonées, fossiles, comme le charbon, le pétrole, le gaz. La distribution, c'est majoritairement par transport maritime, pas spécialement propre en tant que tel. Cela étant petit bémol, dans une analyse du cycle de vie, le transport des objets a une faible part dans l'impact total. En outre, l'impact de l'utilisation va surtout être déterminé par le mix électrique utilisé et donc va dépendre de la région d'utilisation. Et enfin, la fin de vie, c'est quand on va jeter les choses. Attention, aujourd'hui, 83% de la destination des déchets électroniques est non déterminée, inconnue, aucune traçabilité. On voit bien que 80% des impacts, c'est l'extraction et la fabrication. C'est le matériel, quand il est produit, qui impacte le plus pour le numérique. Pas tant quand il est utilisé. Des chiffres sont sortis plus récemment mentionnant que les terminaux et le trafic devenaient, avec l'IA, prépondérants dans l'impact global. Attention, parle-t-on bien des mêmes frontières du système ? Et quand bien même l'impact absolu du matériel augmente toujours. C'est donc une explosion de l'impact de la phase d'utilisation qui fait augmenter de manière délirante la part de cet impact. Et c'est très inquiétant. Nous avons donc des impacts directs, ceux qu'on voit, ceux de la phase d'utilisation principalement, l'énergie consommée au temps T et éventuellement quelques petites pièces d'usure ou de remplacement. Des impacts semi-directs ou différés, tout ce qu'on ne voit pas en tant qu'utilisateur, ce qui est derrière le rideau,
l'extraction de matières premières, la fabrication avec la construction et l'exploitation d'infrastructures et d'usines, la distribution et les déchets qui disparaissent aussi de notre vue. Et des impacts indirects induits par l'utilisation de l'IA comme la relance du nucléaire et le développement toujours plus rapide des énergies, les pénuries de matières qui poussent à creuser plus vite et plus profond et les effets rebonds, à savoir que fait-on du temps qu'on gagne par l'utilisation de l'IA. En parlant d'énergie, le rapport du Shift Project s'y penche. Mais finalement, on se pose surtout la question du comment la produire, cette énergie, pas tant comment on devrait réduire sa consommation. Donc, si on reprend le schéma de toute l'infrastructure de l'IA, voici les endroits où le matériel se trouve et donc génère un important impact, directement lié à la durée de vie des technologies et de leur efficacité. On changera ce matériel, quand bien même il fonctionne encore, si on améliore leur efficacité par de nouveaux appareils. Sans compter l'énergie pour tout faire fonctionner en continu et sans arrêt, les machines elles-mêmes, mais aussi tout ce qui est autour. Sauf peut-être votre propre ordinateur que peut-être vous éteindrez un moment pour aller dormir. Dire que c'est l'utilisateur final qui est le plus grand responsable de tout ce cirque, c'est pas tout à fait juste.